Dans cette vidéo, je partagerai les 14 principales leçons d'investissement que j'ai apprises en lisant 66 livres sur l'argent, l'investissement, la richesse, la finance et l'économie. Ces leçons m'ont beaucoup aidé dans mon parcours vers la liberté financière et à comprendre les secrets de l'investissement réussi et de la création de richesses. Où investir vos premiers 1000 euros? Le meilleur investissement avec les premiers 1000 euros n'est pas dans le marché boursier, le bitcoin, l'or ou l'immobilier. En fait, restez loin de ceci avec vos premiers 1000 euros. Il y a un meilleur choix. Investissez dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Cela rapportera beaucoup plus. Pensez-y de cette façon. Chaque personne, y compris vous-même, est comme une entreprise. Tout comme les entreprises, les gens ont aussi des revenus et des dépenses. Tout comme les actions d'entreprise, certaines personnes sont en constante croissance et d'autres sont en train de mourir. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous étiez une action, investiriez-vous en vous-même en ce moment? Nous voulons tous investir dans des entreprises qui sont en croissance. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous en croissance ou en train de mourir? Vous êtes l'action la plus précieuse. Ne poursuivez pas un rendement de 8% sur le marché boursier alors que vous avez une action qui peut vous donner un rendement de 10 000%. Investir dans une compétence ne doit pas être complexe. Étape 1. Choisissez une compétence bien rémunérée et en demande qui vous intéresse également, comme la programmation ou la vente. Étape 2. Achetez des livres ou des cours sur des plateformes comme Udemy. Étape 3. Consacrez 20 minutes par jour à l'étude. Étape 4. Appliquez lentement ce que vous avez appris dans la vie réelle grâce à des travaux freelance ou des stages. 2. Pourquoi la liberté financière devrait être votre principal objectif d'investissement et non de devenir riche? J'ai autrefois cru que je devais devenir riche pour être financièrement libre. Pour découvrir en fait que c'est le contraire. La liberté financière doit venir en premier, pas devenir riche. La liberté financière signifie que vous n'avez jamais à travailler une seule heure pour le reste de votre vie, car vous avez suffisamment de revenus passifs pour couvrir toutes vos dépenses. Une fois que vous êtes libre et que vous n'êtes pas obligé de travailler, vous pouvez alors investir ce temps libre dans des projets et des entreprises qui vous rendront riches. Laissez-moi vous donner un exemple pour clarifier cela. Imaginez que vous avez un appartement en plein cœur d'une ville coûteuse. Vous le louez et déménagez dans un pays beaucoup moins cher. En louant votre appartement, vous générez un revenu passif. Ce revenu passif peut couvrir toutes vos dépenses de vie et vous rendre financièrement libre. Et une fois que vous êtes libre, vous pouvez vous concentrer sur devenir riche. Comprendre la différence m'a fait réaliser que ce dont j'ai besoin, c'est de la liberté financière, et ce n'est pas difficile à atteindre. Soudain, les finances sont devenues plus gérables parce que j'avais un objectif plus petit et plus spécifique. Générer suffisamment de revenus passifs pour couvrir mes dépenses mensuelles. Pour résumer, la liberté financière vous libère pour que vous n'ayez jamais à travailler. Devenir riche libère non seulement vous, mais même vos petits-enfants. Libérez-vous. D'abord, 3. Épargner ou investir. Lequel est-il préférable de se concentrer en premier? J'ai toujours cru que se concentrer sur l'investissement est plus important que de se concentrer sur l'épargne, mais j'avais tort. En commençant, j'ai passé des centaines d'heures à analyser mes décisions d'investissement. Devrais-je investir 70% en actions et 30% en obligations? Devrais-je investir dans l'immobilier? Malgré avoir trop analysé mes investissements, je n'ai jamais passé de temps à analyser mes dépenses. Chaque week-end, je sortais avec des amis et dépensais 100 € en dîner et boissons. Pensez à quel point ce comportement était insensé. Avec seulement 1000 €, même un rendement annuel de 10% ne m'aurait rapporté que 100 € en un an. Pourtant, je dépensais régulièrement cette somme en une journée. En ne sortant simplement pas une nuit, j'aurais pu économiser la même somme. Maintenant, comparons cela à quelqu'un avec 10 millions de dollars à investir. S'ils devaient avoir une baisse de seulement 10% de leur portefeuille, ils perdraient 1 million de dollars. Peuvent-ils économiser 1 million de dollars en un an? Très peu probable.
C'est pourquoi quelqu'un avec 10 millions de dollars doit passer beaucoup plus de temps à réfléchir à ses choix d'investissement par rapport à quelqu'un avec seulement 1000 dollars. Voici donc la principale conclusion à tirer. Si vous commencez avec une petite somme d'argent, ne suranalysez pas vos investissements. Concentrez-vous sur l'épargne et la recherche de gains supplémentaires. C'est plus efficace. 4. J'ai très peu de revenus. Comment puis-je commencer à investir ? Dire que « je vais investir lorsque j'aurai plus de revenus » revient à dire qu'une personne en surpoids dit « je vais faire de l'exercice lorsque j'aurai perdu tout mon poids en trop ». La plupart des gens croient que le secret de l'investissement consiste à trouver de nouvelles façons d'augmenter les revenus, puis à commencer. Eh bien, ce n'est pas vrai. Regardez simplement votre propre vie. Aujourd'hui, vous gagnez probablement plus que vous ne le faisiez il y a 5 ans. Économisez-vous et investissez-vous plus maintenant ? Très peu probable. Pourquoi est-ce ? Eh bien, parce que plus nous gagnons, plus nous dépensons. Le montant que vous gagnez a peu à voir avec le fait que vous investissiez ou non. Il s'agit plutôt de gérer ce que vous avez déjà. Cela nous amène au point principal, et c'est ceci. Vous devez accepter le fait que, quel que soit le montant de vos revenus, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour commencer à investir. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour commencer. 3 € par jour peuvent suffire. Deuxièmement, si vous examinez votre vie, vous verrez que vous gaspillez 3 € chaque jour. Que ce soit en sortie, cigarettes ou bouteilles d'eau, vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté pour investir en éliminant l'une de ces ou ces dépenses. Et ne dites pas que vous ne pouvez rien couper. Si votre patron réduit votre salaire de 5% demain, vous vous plaindrez un peu, mais vous ne démissionnerez pas. Bientôt, vous ajusterez votre vie à un nouveau revenu et ne sentirez même pas la différence. Le temps, c'est de l'argent. Quel est le rendement que vous obtenez pour 1 heure de votre temps ? Avez-vous déjà calculé la valeur réelle d'1 heure de votre temps ? En matière d'investissement, la plupart des gens regardent le rendement qu'ils obtiendront sur leur argent. Mais plus je lis de livres et plus j'étudie les gens qui réussissent, je réalise que l'argent n'est pas la première chose à laquelle ils pensent. La première chose à laquelle ils pensent est le rendement qu'ils obtiendront sur leur heure. La plupart des gens ne comprennent pas cela. C'est pourquoi vous voyez des gens faire la queue pendant 1 heure pour obtenir 2 € de crème glacée gratuite. Si vous passez 1 heure à chercher les oranges les moins chères pour économiser 60 centimes, alors la valeur de votre heure augmente. C'est 60 centimes. Nous savons tous que le temps, c'est de l'argent, mais nous oublions souvent ce simple fait. Donc, la leçon clé est la suivante. Ne regardez pas seulement l'argent que vous investirez, mais aussi le temps. Par exemple, si vous investissez dans le Bitcoin, l'investissement en temps ne se termine pas simplement par la passation de l'ordre d'achat. Pensez au temps que vous passerez à surveiller le marché, à regarder des vidéos sur le Bitcoin et à passer des jours à vous inquiéter lorsque le prix du Bitcoin baisse. 6. Les plus grandes erreurs que vous faites probablement avec vos finances. Si la volonté seule pouvait garantir la stabilité financière, pourquoi tant de personnes disciplinées luttent-elles encore avec l'argent? Beaucoup de gens pensent que s'ils essaient plus fort, ils économiseront plus, rembourseront leurs dettes et commenceront à investir. Malheureusement, quelle que soit votre volonté, vous ne pourrez pas le faire. Mettre manuellement de l'argent dans notre compte d'épargne ou d'investissement est une tâche douloureuse. Vous devez prendre cette décision à chaque salaire. Vous vous préparez à l'échec. C'est pourquoi l'automatisation est cruciale. La beauté de l'automatisation, c'est que vous devez prendre une décision une fois et ensuite, chaque mois, l'argent va où il doit aller sans que vous y participiez. L'objectif de l'automatisation est de ne laisser aucun choix à votre moi futur. Face à plus de choix, la plupart des gens réagissent de manière similaire. Ils gèlent et ne font rien. Comme l'a expliqué Barry Schwartz dans son livre « Le paradoxe du choix », plus nous avons d'options, moins nous sommes susceptibles d'agir. Alors faites-vous une faveur et automatisez vos investissements et autres décisions financières. 7. Que se passera-t-il si vous retardez vos projets d'investissement? Attendre pour investir est un risque plus grand que n'importe quel crash boursier. 8.
L'inaction est le véritable ennemi du progrès financier. Permettez-moi de vous le démontrer avec un exemple. Disons que vous commencez à investir 100 € par mois lorsque vous avez 25 ans. Vous continuez à mettre la même somme dans votre portefeuille pendant 10 ans jusqu'à ce que vous ayez 35 ans. À l'âge de 35 ans, vous vous arrêtez. Vous laissez simplement croître jusqu'à l'âge de 65 ans. Votre ami connaît votre investissement, mais le reporte toujours. Finalement, il commence à investir à l'âge de 35 ans. Exactement 10 ans après vous. Tout comme vous, il met également 100 € par mois dans son portefeuille. Mais comparé à vous, il le fait jusqu'à l'âge de 65 ans. Vous n'avez investi que 100 € par mois pendant 10 ans. Mais il l'a fait pendant 30 ans. Alors maintenant, la question est, à l'âge de 65 ans, qui a plus d'argent? Vous ou votre ami? Cela pourrait être surprenant, mais la réponse, c'est vous. Même si votre ami a investi 20 ans de plus que vous. Vous. Commencer tôt vous a permis d'avoir 50 000 € de plus que lui à l'âge de 65 ans. Donc, la conclusion est la suivante. Le temps et l'intérêt composés sont vos meilleurs amis en matière d'investissement à long terme. Chaque année de report rend la capitalisation plus difficile à réaliser sa magie. Vous pouvez avoir tort la plupart du temps et encore gagner beaucoup d'argent. Quand j'ai réalisé pour la première fois que certaines des personnes les plus riches avaient tort la plupart du temps, mon approche de l'investissement dans les affaires a complètement changé. Heinz Berggruen est devenu admiré pour son perspicacité en matière d'investissement dans l'art. Mais la réalité est que ce n'était pas une simple perspicacité. Il a simplement acheté de grandes quantités d'art et une petite partie s'est avérée être de l'art de valeur. Cela signifie que Berggruen avait tort la plupart du temps. Cependant, il a réussi à avoir raison. Si vous voulez plonger dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, vous devez comprendre que les choses se conforment à la règle des 80/20. Les investisseurs chevronnés et les grandes entreprises s'attendent à ce que 80% de leurs décisions d'investissement échouent. Warren Buffett a admis qu'il possédait des actions dans plus de 400 entreprises différentes au cours de sa vie, mais les gains les plus importants provenaient uniquement de 10 d'entre elles. Donc, la leçon ici est la suivante, acceptez que toutes vos décisions d'investissement ne réussissent pas, et c'est tout à fait normal. Adoptez une stratégie à long terme. 9. Ignorer un frais de 1% pourrait être votre plus grosse erreur financière dans l'investissement à long terme. La plus grande tromperie de l'industrie financière pourrait bien être de convaincre les investisseurs qu'un frais de 1% n'est pas beaucoup. Mais laissez-moi vous donner un exemple, et vous verrez comment un frais de 1% fait une énorme différence. Disons que votre grand-mère vous donne à vous et à votre frère 100 000 € chacun en cadeau. Vous pensez tous les deux être jeunes et ne pas avoir besoin de l'argent maintenant, alors vous décidez de l'investir à long terme. Votre frère fait de bonnes recherches et trouve une entreprise qui facture un frais de 1% et paie un intérêt de 11%. Cependant, vous ne faites pas de recherche et investissez avec une entreprise qui facture un frais de 2% et paie un intérêt de 11%. Avançons rapidement de 30 ans et voyons comment la différence de 1% dans les frais impacte vos gains. Après 30 ans, les gains totaux de votre frère seront d'environ 1 744 000 €. Mais vos gains totaux seront de 326 000 €. Comme vous pouvez le voir, tout est pareil. Seule la différence de 1% dans les frais entraîne 414 000 € de moins de gains. En d'autres termes, vous perdez 24% de vos gains à cause d'une différence de 1% dans les frais. 10. Contrôlez votre cupidité. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. À une époque où tout le monde cherche un raccourci vers la richesse, embrasser le scepticisme est votre plus grand atout financier. Il y a une différence entre les grands rêves et laisser vos rêves et votre cupidité influencer vos décisions. Une fois que la cupidité prend le dessus, vous commencez à croire à des choses irréalistes et à les ignorer. Vous voulez tellement que ce soit vrai que vous arrêtez de poser des questions. Des choses plus folles ont été accomplies auparavant.
Mais cela ne signifie pas que vous devez adhérer à la promesse de quelqu'un qui vous offre des rendements magiques. C'est une arnaque. Si vous étudiez les investisseurs prospères, vous verrez qu'ils sont très conservateurs dans leurs investissements. Ils préfèrent te construire lentement plutôt que de se précipiter dans une opportunité risquée. Contrôlez votre cupidité. Si le rendement de l'investissement semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le CA. 11. La stratégie d'investissement caché, remboursez vos dettes. Avez-vous déjà envisagé que le remboursement de vos dettes pourrait être votre décision d'investissement la plus rentable? Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je vois des gens avec des dettes à intérêt élevé chercher des moyens d'investir. Voici ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas. Rembourser une dette, c'est comme investir. Par exemple, rembourser une dette avec un intérêt de 15% revient à investir dans quelque chose qui vous rapporte un rendement de 15%. Donc, si vous avez une dette, surtout une à intérêt élevé, il pourrait être sage de simplement la rembourser d'abord avant de commencer à penser à investir. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne le font pas a quelque chose à voir avec la psychologie de l'argent. Nous avons différentes boîtes pour différentes choses. Par exemple, nous avons une boîte séparée pour l'investissement, une autre pour le remboursement de la dette et une autre pour économiser pour les vacances. Nous ne mélangeons c'est ce que nous faisons. La chose intelligente est de supprimer ces boîtes et pas ces boîtes et les traitons différemment. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un s'enthousiasmer parce que son investissement Bitcoin a augmenté de 100 alors qu'il perd 150 par mois en intérêt sur les prêts. Cela n'a aucun sens, mais examinez vos finances dans leur ensemble. 12. L'effet Elon Musk, le pouvoir trompeur des moyennes en matière d'investissement. Supposons que vous et vos deux meilleurs amis soyez dans une voiture. Vous gagnez 10 000 par mois, l'un de vos amis gagne 5 000 et l'autre en gagne 15 000. Cela signifie que le salaire moyen dans la voiture est de 10 000. Maintenant, supposez qu'un de vos amis sorte de la voiture et que son ami Elon Musk entre dans la voiture. Que pouvez-vous me dire sur le salaire moyen dans la voiture? Donc, la conclusion est la suivante. Soyez attentifs si tous les chiffres que vous obtenez sur l'investissement sont des moyennes. En fonction de la taille de l'échantillon, cela peut ne rien signifier. 13. Pourquoi tous les experts financiers réputés conseillent-ils d'investir dans des fonds indiciels? Si vous commencez à lire des livres sur l'investissement en bourse, voici le conseil que vous obtiendrez dans presque 95% d'entre eux. Ne cherchez pas à choisir des actions ou à temporiser le marché. Investissez dans des fonds indiciels bien diversifiés et continuez à le faire année après année, que le marché soit en hausse ou en baisse. La logique derrière ce conseil est la suivante. Les fonds indiciels sont peu coûteux, simples à utiliser, bien diversifiés et transparents. Cela avait totalement du sens, mais honnêtement, j'ai eu du mal à me convaincre de le suivre jusqu'à ce que je lise l'explication suivante. Lorsque vous investissez dans un fonds indiciel tel que le Vanguard FTSE All World, qui comprend plus de 4115 entreprises dans le monde entier, vous investissez essentiellement dans l'avenir de l'humanité. Vous dites simplement « Je crois qu'après 10 ou 20 ans, l'humanité sera plus développée qu'aujourd'hui. » Par exemple, au XXe siècle, l'humanité a affronté non pas une, mais 2 guerres mondiales, une guerre froide et plusieurs krachs boursiers. Mais malgré tout cela, l'humanité a continué. Cette explication a rendu si simple pour moi de décider et d'investir dans des fonds indiciels. Si vous n'êtes pas sûr, envisagez de vous poser la même question. 14. Ne prenez pas de conseils financiers de personnes qui ne mangent pas ce qu'elles cuisinent. Voici un test simple. Chaque fois qu'un expert vous dit que c'est le meilleur produit dans lequel investir, demandez toujours s'il ou elle investit personnellement dedans, si c'est une si bonne opportunité. Souvent, vous découvrirez qu'ils essaient de vous vendre quelque chose qu'ils ne consomment pas. Les meilleures opportunités d'investissement ne nécessitent pas de publicité dans une brochure. Les meilleures opportunités d'investissement ne quittent même pas la salle de réunion. Elles sont consommées en interne. Par exemple, lorsqu'un agent immobilier trouve la meilleure propriété, il ne la met pas en vente sur le site web. S'il le peut,
Il l'achète lui-même ou veille à ce qu'elle soit achetée en interne par sa société ou ses collègues autour de lui. La conclusion est la suivante: soyez très prudent avec les experts financiers auprès desquels vous demandez conseil. Ils travaillent pour une entreprise et sont payés par l'entreprise. Donc, à qui pensez-vous qu'ils donneront la priorité? C'est tout pour cette vidéo. Beaucoup des conseils que nous avons découverts dans cette vidéo proviennent des livres que j'ai résumés précédemment sur cette chaîne. Pour voir une liste de livres et leur résumé détaillé, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci de regarder.